Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans, ouais, ça s'apprend. Comment adopter une consommation du numérique plus raisonnée, plus raisonnable? Réponse en vidéo avec le Clémy, c'est à suivre. Et aujourd'hui, Guillaume Grelet a une idée derrière la tech, une idée remarquable, j'ai envie de dire. Oui, exactement. On va voir qu'on peut réconcilier des écrans sans être trop déconcentré, sans avoir trop de notifications. Je vais vous montrer tout ça. Absolument, on suivra avec toi. Allez, l'année du milliard de la maturité, peut-être pour l'EdTech française. Le secteur de l'éducation numérique tire son épingle du jeu, notamment de la crise. Sur quelle tendance faut-il miser pour 2022? Et puis, quel est le futur des technologies de l'éducation? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Anne-Charlotte Monneret. Anne-Charlotte, vous êtes la directrice générale d'EdTech France. Vous allez dévoiler en avant-première pour nous une étude sur la filière justement de l'éducation et de la technologie en 2021. Étude réalisée par EY Parthénon, la Banque des Territoires et bien sûr EdTech France. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Mais d'abord, focus. Éduquer aux médias et à l'information, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. L'organisme a mis au point une campagne à la fois avec humour, mais aussi avec bonnes pratiques numériques. Les écrans sont-ils des jouets comme les autres? Tiens, par exemple, La famille tout écran, épisode 1, c'est parti. Bravo, tu as gagné licorne d'or. Ouah, super! Les enfants, vous avez passé toute la journée devant vos écrans. Ce serait pas mal d'aller dans vos chambres et de jouer avec de vrais jouets, non? Ah, enfin, on va pouvoir souffler. J'ai le processeur qui commence à chauffer. On ferme, on éteint, on arrête, on range tout ça. Vous avez plein de jouets là-haut, alors montez, vous amusez. Au secours, j'ai la tête qui tourne. Bon, je vous ai dit d'arrêter avec les écrans. Non, j'ai rien dit. Faut nous sortir de là. Vous l'avez compris? Il faut privilégier les activités qui vont booster votre motricité et votre imagination. Alors jouez aussi sans moi et ne vous inquiétez pas pour moi. Je me mettrai en veille. Quelqu'un a vu ma planche à découper? Eh ben voilà, ça fera très bien l'affaire, ça. Non. Et voilà pour la famille tout écran. Justement, Anne-Charlotte, gérer son temps d'écran, là, justement, entre la partie apprentissage et puis la partie ludo-éducative. Comment est-ce que vous arrivez chez EdTech France, au sein de cette association qui regroupe les meilleures EdTech françaises, à faire passer le message ? Alors c'est un vrai sujet, hein, c'est un débat qui est ouvert. Plus d'écran, moins d'écran, comment accompagner les parents sur ce thème de la parentalité numérique. On sait aujourd'hui qu'en France, un parent sur deux se sent démuni face aux limites, aux règles à mettre en place dans son foyer. Donc la filière EdTech justement a conscience de cet enjeu sur l'exposition des enfants au temps d'écran, et de plus en plus de solutions numériques intègrent des modules pour couper le temps des enfants derrière leur téléphone, derrière leur tablette, donc avec un compteur de temps, avec des micro-activités physiques qui sont insérées au milieu des activités. Donc c'est quelque chose qui est compris et qui surtout est pris en compte par les acteurs publics, avec une politique de prévention qui est forte à l'école. Et ça, c'est nouveau, c'est post-confinement, et c'est de plus en plus nécessaire parce que les acteurs privés peuvent agir, les parents peuvent agir aussi, mais il faut que l'école agisse aussi, les trois parties ensemble. L'EdTech qui, donc, vous le voyez, agit aussi pour le bien des familles et des enfants quant à leur consommation d'écran, mais qui est aussi un secteur, un véritable marché. On le voit tout de suite. Et ces technologies de l'éducation, on le vend en poupe, on vous le prouve régulièrement ici, évidemment, dans l'école du futur. On va essayer aujourd'hui de faire une cartographie du secteur parce que oui, l'EdTech, c'est un marché plus que porteur. Anne-Charlotte Monneret, vous êtes directrice générale d'EdTech France qui fédère les acteurs de l'éducation
par et au numérique. Vous dévoilez une étude clé. Votre filière est estimée à 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires rien que pour 2021. Exactement, et on est extrêmement content d'avoir réussi à actualiser cette étude qui avait déjà été plus ou moins sortie en 2020, mais de manière parcellaire. Pourquoi ? Parce que l'année 2021 est une année post-Covid, ou en tout cas post-gros confinement. Et donc, le marché de la tech a énormément grandi en France et en Europe. Et donc, aujourd'hui, c'est très important, je pense, de mettre des chiffres sur ce qui se passe. Donc, pour en donner quelques-uns, donc aujourd'hui, vous évoquiez 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire que les 500 entreprises EdTech françaises génèrent un peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. C'est un chiffre qui est en forte croissance comparé à 2019, où on avait un chiffre d'affaires qui était inférieur à 650 millions. Oui, donc c'est quasiment un doublement, quasiment un doublement de ce marché-là. Exactement, avec 10 000 emplois représentés sur le territoire. Et après, si on rentre un peu plus en détail sur ce que ça veut dire que cette filière EdTech, donc ce sont des entreprises qui sont positionnés sur les 3 segments de marché. Donc, ce qui va être la formation initiale, donc des entreprises qui travaillent avec l'univers du scolaire, le périscolaire, le parascolaire. L'enseignement supérieur, donc des entreprises qui vont aller travailler avec le supérieur privé ou public. Et la formation professionnelle, donc formation de salariés, de demandeurs d'emploi, mais aussi en B2C grâce au CPF, on en reparlera. Mais c'est justement ce qui est impressionnant, en fait, c'est le spectre même occupé par les entreprises de l'EdTech, des technologies au service de l'éducation. Le fait que justement la formation professionnelle soit peut-être plus positionnée et soit prise d'assaut par les entreprises qui constituent votre association, ça veut dire quoi? Qu'on a un meilleur business model tout simplement quand on s'occupe de formation professionnelle, c'est plus rentable? Alors, ça explique en partie la question. Donc, c'est vrai que sur les 500 entreprises mentionnées, presque 1 sur 2 se positionne de manière non exclusive sur le segment de la formation professionnelle. Pourquoi ? Pour plusieurs facteurs. De un, par un contexte favorable de par l'essor du CPF, c'est-à-dire que chaque Français peut se former grâce à un budget qui lui est alloué et il peut aller se former avec des entreprises du numérique pour la formation, donc avec des tech. De deux, un contexte d'obsolescence des compétences. Ouais. Donc, on sait que les métiers évoluent, que 85% des métiers de demain n'existent pas encore, que tout le monde va exercer plus de 10 métiers dans sa vie professionnelle. Donc, une nécessité de se former tout au long de la vie pour chaque Français et à tout âge. Donc, ça, c'est quelque chose qui pousse à justement développer des solutions, des ressources qui permettent de se former dans tous les corps de métier. Enfin, un plan de relance qui est extrêmement favorable côté pouvoir public avec le fameux plan d'investissement France 2030 et la volonté d'investir justement dans ces compétences et métiers d'avenir. Et surtout, ce fameux confinement, ce Covid qui a aussi transformé les modes de travail, la vision des entreprises sur la formation professionnelle qui est plus vue comme quelque chose de ponctuel dans la vie du salarié, mais un phénomène de fil rouge qui d'ailleurs se fait de plus en plus sur mobile. Donc tout un tas de facteurs qui font que il est peut-être plus simple pour une entreprise EdTech aujourd'hui de se positionner sur la formation professionnelle. Après, ce qu'on remarque aussi, c'est que les frontières entre chaque marché sont de plus en plus poreuses. C'est-à-dire que la formation initiale, en fait, finalement, on est dans une vision de formation tout au long de la vie. Donc des technologies qui sont adaptées à la différenciation pour les jeunes le sont en fait au final aussi pour les adultes. La gamification, les adultes aussi doivent apprendre en s'amusant. Donc c'est des choses qui expliquent aussi que ce segment de la formation professionnelle soit de plus en plus porteur en France, mais aussi en Europe. Oui, ce que j'allais vous demander, parce qu'on voit bien que c'est un secteur et une partie du secteur qui forcément fonctionne très bien en France. On le comprend notamment d'après le contexte aussi de financement et du droit du travail avec cet accès justement à la formation tout au long de la carrière. Est-ce que c'est aussi le cas dans d'autres pays? Est-ce que c'est comparable en termes de phénomène? Alors oui, c'est comparable. Après, en France, on a aussi un marché spécifique sur la formation initiale, sur le scolaire, qui rend la contractualisation entre une EdTech, une entreprise privée et un établissement scolaire plus difficile que dans certains pays d'Europe, notamment dans les pays nordiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour une entreprise EdTech, il y a une complexité à saisir la manière de travailler avec l'éducation nationale, avec les collectivités, avec les établissements en propre, et le phénomène de croissance est très long sur ce segment de marché. Donc je ne dirais pas qu'on a un marché de la formation professionnelle plus en croissance que les autres pays européens, mais par contre, on a un marché du scolaire plus complexe d'accès que certains autres pays. Et aujourd'hui, pour une entreprise EdTech, c'est vrai que pour travailler avec une école primaire
maire, il faut s'adresser à la commune. Pour travailler avec un collège, il faut s'adresser au département. Pour travailler avec un lycée, il faut s'adresser à la région. Et ça rend le marché assez complexe d'accès quand l'enseignant, en fait, dans sa liberté pédagogique, n'a pas forcément la capacité à aller choisir lui-même la ressource numérique qu'il souhaite utiliser dans sa classe, ni à la financer. Donc c'est quelque chose qui complexifie l'accès sur la formation initiale. Et après, pour revenir sur quelques chiffres, on parlait du chiffre d'affaires, 1,3 milliard. Il est porté à 70% par le top 20 des entreprises françaises. Et sur ce top 20, 17 sont positionnés sur la formation professionnelle. Donc c'est vrai que les gros du marché, entre guillemets, sont sur la formation professionnelle. Et c'est une tendance qui, je pense, va s'accélérer de par tous les facteurs que je vous ai donnés. Mais à voir, parce que la poussière retombe post-Covid. Il y a eu des plans de relance côté éducation nationale assez importants. La formation des enseignants, on en reparlera, s'accélère. Donc, potentiellement, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'un jour, on ait les 3 segments de marché au même niveau. Mais Guillaume. Oui, excusez-moi. Dans ce top 20, ce sont uniquement des entreprises françaises. Oui. Voilà. Alors, ces chiffres-là sont 100% français. Donc, 500 EdTech en France, 10 000 emplois, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Mais est-ce qu'on peut imaginer une entreprise française qui rayonne dans le monde entier en éducation, un peu comme on a Ubisoft dans le jeu vidéo, par exemple? Un Coursera à la française, voilà. Si je te comprends, Guillaume. Alors, dans le supérieur, il y a des acteurs, typiquement le groupe Galileo. En France, on va avoir des très gros acteurs sur le SCO, par exemple UnoY, que vous connaissez. Sur la formation professionnelle, Studi, Open Classroom. Cette question, elle est importante parce que c'est vrai qu'on a besoin de licornes. On a besoin de licornes pour illustrer le savoir-faire à la française, pour ouvrir la voie à l'international, pour représenter ce que l'écosystème français est capable de faire en termes de technicité, d'adaptive learning, de développement d'intelligence artificielle, etc. Ça peut être un outil de soft power aussi. Exactement. Et surtout, les licornes françaises ont aussi un rôle, comme dans tout marché, de structuration, d'achat et de consolidation de l'écosystème. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'écosystème a gagné en maturité, mais sur les 500 entreprises évoquées, 50% d'entre elles ont moins de 5 ans et 60% d'entre elles ont moins de 10 employés et un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros. Donc on reste quand même dans un marché qui est très fragmenté, qui est du coup extrêmement dynamique. On a énormément de créations d'entreprises. Sur les 2 dernières années, il y a à peu près 85, je crois, entreprises créées nouvellement sur le marché de la tech. C'est un secteur qui donne envie, qui motive les entrepreneurs. Mais après, il faut en effet passer de start-up à des scale-up. Et notamment grâce aux investissements publics et privés, on pourra en reparler. Mais les licornes sont capitales. C'est du soft power et c'est de la capacité de consolidation du marché. Mais on en revient finalement à la problématique de toute start-up aujourd'hui qui souhaite grandir, qui souhaite croître et passer justement à ce niveau de scale-up, s'élever, grandir, grossir dans le bon sens du terme. Et je crois que justement que le secteur de la tech n'est pas absent non plus de la pluie de milliards qui s'est littéralement abattue sur l'écosystème français. 2021, ça a aussi été une année record pour vous en matière d'investissement. Si je ne dis pas de bêtises, ce sont 438 millions d'euros levés rien que l'année dernière. Les chiffres, c'est une chose, mais concrètement, ça se traduit de façon tangible. Comment ça veut dire que ces 438 millions d'euros levés, ils ont servi à développer combien de produits différents, à pouvoir créer combien d'emplois ? C'est une très bonne question. C'est vrai que 438 millions, c'est une année incroyable pour la filière EdTech en France. Et pour rentrer un peu plus dans le chiffre, parce que ça ne veut rien dire, c'est 438 si on ne les détaille pas, c'est vrai que c'est quand même en majorité porté par les très grosses levées de 360 Learning, d'Open Classroom, et que le reste est un peu moins important. On a à peu près une trentaine de levées en France. Donc il suffit de faire le calcul ensuite pour estimer l'argent par levée. Guillaume Grollet a fait le calcul tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces 438 millions de levées, on peut le mettre en comparaison avec le fait que la plupart, donc 60% des entreprises du secteur, disent avoir des difficultés à lever en amorçage et en série A, notamment sur le segment du scolaire. Donc évidemment, on a des belles levées. Le secteur est très attractif pour les investisseurs privés et publics, mais paradoxalement, comparé à d'autres secteurs, on en est encore au début en termes d'amorçage. Donc à compenser.
Et surtout, si on regarde les fonds levés entre les hommes et les femmes, parce que c'est un KPI intéressant dans ce secteur-là, parce que la fonction enseignante est majoritairement féminine en France, on le sait. Et quand on transpose ça dans la tech, dans l'entrepreneuriat, là, tout de suite, on perd un petit peu en égalité entre les genres. Donc, j'ai un chiffre européen, je n'ai pas le chiffre français, mais sur les fonds levés en Europe en 2021, donc il y a 3 milliards d'euros qui sont levés en Europe. 80% des fonds sont levés par des hommes. Donc ça veut dire que 20% sont levés par des femmes, donc c'est pas énorme, c'est pas conséquent. Je pense que c'est à mettre en lumière avec ce chiffre des 438 pour le relativiser un petit peu. Et pour répondre à votre question, à quoi sert cet argent ? C'est extrêmement important parce que quand on est en plus dans le secteur de l'éducation, on a besoin de concret, on a besoin de savoir que c'est pas une bulle, que c'est de l'argent qui va servir à améliorer l'expérience d'apprentissage pour le plus grand nombre d'élèves en France, pour le plus grand nombre d'enseignants et de salariés. Et globalement, les fonds sont alloués à l'amélioration du produit en termes de développement et de fonctionnalités proposées pour avoir un apprentissage toujours plus personnalisé, toujours plus adaptif. Le recrutement, parce qu'on a une pénurie des talents dans la tech aussi, comme dans tous les autres secteurs. On a du mal à recruter des ingénieurs, notamment spécialisés en intelligence artificielle. Et 3, l'export. L'export notamment en Afrique francophone et au Canada, avec le fait que la langue française permette une plus grande simplicité sur ces aspects-là. Et sur la filière, une entreprise sur 2 est déjà présente à l'international. Donc c'est un ADN très français, de par les lycées français à l'étranger, de par tout un tas de choses, les établissements français qui ont des campus aussi à l'étranger dans le supérieur. Donc voilà, donc ce sont les 3 axes, l'export, les fonctionnalités et le recrutement. Et ce sont des levées qui sont raisonnées, qui sont soutenues par des fonds à impact qui regardent, notamment dans les critères d'impact, le volume d'apprenants touchés. Donc ce sont des levées qui sont peut-être plus rationnelles que dans d'autres secteurs, mais après je prêche pour ma paroisse. Donc, Ouais, moins léger, quoi. Plus on investit dans l'avenir, d'accord. Exactement. D'accord. Et avec une nécessité aussi d'utilisation. Si vous financez une EdTech qui n'est pas utilisée sur le terrain par les enseignants, c'est-à-dire si le produit n'a pas convaincu ou n'a pas été co-construit, l'usage ne sera pas au rendez-vous et dans ce cas-là, c'est un échec total. Donc il y a ce paramètre-là qui est important aussi. Oui, parce que ce qui est très spécifique avec le marché de l'EdTech, on voit bien que vous êtes confronté aux mêmes problématiques que l'ensemble des entreprises du secteur numérique, mais il y a à la fois ce sprint et ce marathon qu'il faut savoir tenir. Vous faites partie finalement de ces technologies d'avenir sur lesquelles on peut miser. On l'a dit, pour pouvoir développer des apprentissages, notamment quand on s'adresse à un public scolaire et aux professeurs de l'enseignement des lycées et des collèges et aussi des écoles, il faut pouvoir construire dans la durée. Donc comment est-ce qu'on arbitre cette course qui parfois peut être un peu folle? Déjà, il faut partir des besoins du terrain. Donc, il faut oublier le mot course et se concentrer sur les besoins et prioriser, je pense, l'égalité républicaine sur le territoire. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On a constaté aujourd'hui, de par la crise sanitaire, on a constaté de manière brutale que la digitalisation de notre système éducatif était insuffisante. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, il n'y a plus de continuité pédagogique, il n'y a plus de lien social entre les enseignants, les élèves et les familles. Et on s'en est sorti grâce à l'extrême résilience des enseignants et grâce à l'effort de solidarité de tout un tas d'entreprises françaises de la EdTech qui ont mis à disposition gratuitement des services. Sauf que ça, c'est pas possible pour un pays comme la France. Et donc, pour justement garantir une course à la numérisation rationnelle, il faut partir du terrain, donc essayer de travailler au maximum sur la connectivité qui, aujourd'hui, en France, éloigne encore 13 millions de Français. Ensuite, rationaliser l'équipement des écoles primaires, des collèges et des lycées, ne pas arroser de tablettes inutiles les établissements, faire en sorte que les équipements achetés soient utilisés et surtout présents dans toutes les structures de la même manière. Et ensuite, former les enseignants à ces ressources numériques, leur permettre de les choisir eux-mêmes dans la liberté pédagogique de leur classe, ne pas imposer par le haut des ressources qui, si ça se trouve, n'ont rien à voir avec ce que l'établissement fait. Et avec ce triptyque équipement, ressources numériques et formation, on peut avoir un usage raisonné du numérique à l'école. Mais après, il faut encore que les parents soient accompagnés sur ces sujets de parentalité numérique, on en parlait, et avoir conscience que si on n'a pas une filière française forte qui se développe,
ça sera des solutions américaines et chinoises qui seront présentes. En fait, c'est pas quelque chose c'est pas une conception idéologique, le numérique à l'école, c'est juste la reconnaissance qu'on doit former la jeunesse d'aujourd'hui à avoir les clés de compréhension du monde de demain. Donc en fait, c'est plutôt dans la logique de ce qui se passe dans le monde professionnel qui se numérise. Et du coup, on est forcé d'adapter la formation initiale à ce monde professionnel de manière rationnelle, parce que l'école n'est pas là non plus pour ne préparer qu'à travailler. On forme des individus éclairés à l'école, on ne forme pas que des travailleurs, et du coup, avec toute la mesure nécessaire. Allez, on continue à comprendre, à essayer en tout cas d'avoir des clés pour savoir comment est-ce qu'on forme justement ces écoliers, ces collégiens, ces lycéens à être des citoyens aussi du numérique avec Anne-Charlotte Monneret et Tech France dans un instant. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et quelles sont les images et les vidéos que Cheryl Jessica Isengay a justement mis de côté pour nous? On les regarde ensemble tout de suite. In our ashes, feeling the sunshine once. Retour sur le plateau de l'École du Futur, évidemment, toujours en présence d'Anne-Charlotte Monneret. Anne-Charlotte, vous êtes la directrice générale d'EdTech France. C'est justement cette association qui structure le marché des technologies au service de l'éducation pour l'Hexagone. Avant de reprendre justement cette cartographie du secteur, Guillaume Gralet a forcément une idée derrière la tech. Et cette idée, Guillaume, tu as très envie de nous en faire part. Et aujourd'hui, tu en es persuadé, l'apprentissage est un levier de confiance. Oui, en tout cas, l'apprentissage de l'informatique, Marjorie. Et en fait, j'ai un peu triché parce que je me suis intéressé aux finalistes de la JFD. Vous savez, la JFD, elle fait un travail formidable chaque année. Elle distingue notamment des Margaret. Des Margaret, ce sont des femmes inspirantes, notamment dans le domaine de l'apprentissage de l'informatique. Alors, il y a une de ces finalistes qui s'appelle Sue Black. Elle est prof d'informatique à Durham University. Elle a fait ça pendant une vingtaine d'années. Et ce que je trouve très intéressant dans son projet qui s'appelle Tech Up Woman, c'est Tech Up Women au pluriel, c'est qu'on va apprendre à la fois du dur, ça peut être des notions de cybersécurité, de codage, de sciences des données, mais également elle va apprendre à bien s'en servir des techniques très intelligentes, la gestion de projets agiles, la prise de parole en public, la communication claire ou encore le travail en équipe. Bref, c'est très très pragmatique. C'est un des premiers projets dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Autre projet qui nous montre toujours que l'apprentissage de l'informatique n'a vraiment pas de frontières, c'est une initiative qui vient d'Afrique du Sud.
Oui, c'est une autre finaliste des Margaret et elle a 15 ans. La valeur et l'apprentissage n'attend pas le nombre des années. Elle s'appelle Malé Bina Tsao Tsao. Et en fait, elle a créé une application qui s'appelle M-Tutor. M-Tutor donc, est destinée aux autres adolescents. C'est une plateforme d'e-learning, c'est adaptable, évolutif et surtout très sécurisé. Et il y a un autre projet, mais qui nous vient cette fois-ci de France, d'une jeune femme qui a 14 ans. Elle s'appelle Ilia Semaé. Et elle veut offrir une bulle d'amour, je trouve ça très joli, redonner confiance aux victimes de harcèlement scolaire. On n'en parle pas forcément souvent, mais c'est quelque chose qui peut vous plomber une année, hein, vous le savez, toutes les deux. Une vie aussi. Voilà, exactement, et une vie, exactement. On va encourager le signalement en cas de problème, parce que souvent on n'ose pas en parler, l'accompagnement des victimes, le témoignage d'anciennes victimes qui va vous permettre de déculpabiliser, par exemple. Mais tu vas voir comme l'école du futur est bien faite, parce que justement, on recevait Alia Semaé il y a quelques jours seulement sur ce plateau pour qu'elle nous parle justement de cette bulle d'amour qu'elle met justement à disposition à la fois des élèves harcelés, mais aussi pour pouvoir placer les harceleurs dans les yeux et dans la façon dont justement leurs victimes peuvent recevoir ce type d'attaque. Alors, en sommaire, on parlait d'un produit remarquable. Je me demande, et ça c'est vraiment le miracle de Guillaume Gralet, comment tu vas raccrocher cette tablette remarquable avec les incroyables innovations précédentes dont tu viens de nous... Non, mais en fait, quand j'ai regardé le thème de l'émission, et puis moi j'ai 2 petites filles aussi à la maison, et c'est pas forcément facile quand je voyais le clip un peu en début d'émission, quand vous nous demandez à des enfants de freiner. C'est un peu comme la cigarette, c'est-à-dire que c'est très très difficile de prôner une utilisation raisonnée en fait des écrans, c'est-à-dire qu'on a toujours envie de réutiliser plus. Eh bien, il y a peut-être une solution d'un écran, et ça nous vient de Norvège, c'est un fabricant qui s'appelle effectivement Remarkable, qui va vous permettre d'avoir un écran sur lequel vous allez pouvoir écrire, prendre des notes. On a vraiment la sensation d'un crayon. On peut par exemple, ça c'est une de mes filles justement qui l'a écrit, se fixer des objectifs. On peut surtout, je trouve ça intéressant, lire, et c'est quand même une tablette connectée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer des passages de livres par exemple, mais en fait vous communiquez d'une certaine manière avec l'extérieur, mais vous ne pouvez pas recevoir de notifications. Vous savez, ces fameuses notifications qui vous perturbent le cerveau, qui vous disent « tiens, tu devrais regarder par ici toutes les 8 secondes », eh bien ça, il n'y en a aucune sur cette tablette, et c'est pour ça que je la trouvais intéressante. Et qu'il fallait justement en parler aujourd'hui. Très belle tablette qui ressemble un petit peu à ce que peut faire Moleskine d'ailleurs. Oui, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que Moleskine, on a la sensation un petit peu de l'avoir, hein, la marque milanaise, en prenant des notes, en faisant des dessins, des croquis, ça c'est bien fichu. Mais je me suis un petit peu intéressé aux projets digitaux de ce genre d'entreprise. Eh bien, Moleskine travaille avec un stylo à caméra infrarouge, une copie en temps réel de ce que vous écrivez sur votre appareil, c'est-à-dire une numérisation de vos écrits. Ça peut être très intéressant et intelligent pour réviser à l'avenir. Et la marque Oxford travaille également sur ce type d'innovation. Il y a un tout petit bémol quand même, le verrouillage est un peu léger, donc si vous le perdez, il y a un risque en fait que vos données en fait vous échappent. Et ça, on n'a pas du tout envie que nos données nous échappent, notamment en matière d'éducation. Anne-Charlotte, encore une fois, on le disait, cette éducation aux écrans, à la consommation plus raisonnée, plus raisonnable, c'est évidemment aussi une des missions du secteur EdTech en France. Quand vous voyez toutes ces innovations, parfois elles ne sont pas forcément conçues pour le secteur pur et dur de l'éducation et de l'enseignement, mais vous vous dites qu'il y a forcément des idées à aller chercher ? Il y a forcément des idées à aller chercher, et surtout, je rebondis sur ce que vous disiez, il ne faut pas mettre l'enfant en position de régulateur. Un enfant reste un enfant, et les écrans sont addictifs, même si le produit pédagogique a été pensé pour ne pas être comme un réseau social où on scrolle sans fin. Donc il faut être extrêmement vigilant sur la nécessité du cadre à poser. C'est des choses qu'il faut rappeler, parce que l'enfant ne peut pas se réguler tout seul, c'est prouvé, il y a des études là-dessus. Et c'est vrai que toutes ces technologies sont extrêmement intéressantes pour l'éducation, notamment avec le fait de ne pas être connecté aux notifications, ne pas être forcément connecté à Internet en permanence, notamment pour aller dans des zones low-tech, comme on dit, donc dans des pays d'Afrique, pays d'Amérique latine ou même certaines zones de France. Et du coup, c'est des choses qui en général sont pensées pour un usage un peu moins connecté et qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour le secteur éducatif, parce que ça permet plus de concentration et plus d'équité entre les différents profils d'élèves. Donc évidemment qu'on regarde toujours ce type d'innovations qui peuvent paraître moins pédagogiques, mais qui au final stimulent
l'apprentissage. Et pour rebondir sur le harcèlement aussi en ligne, je pense que c'est extrêmement important parce que si un jour un enseignement numérique s'insère de manière obligatoire et permanente au primaire, au collège et au lycée, il faudra vraiment l'aborder par les deux angles. L'angle du risque, donc tout ce qui va être harcèlement, haine en ligne, fake news, etc. Mais aussi l'angle des opportunités, ce que le numérique apporte, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme, comment la technologie permet de faire fonctionner nos objets du quotidien. Avec justement ce double angle du risque et de l'opportunité, notamment pour lutter contre l'autocensure des jeunes femmes qui s'orientent dans les filières techniques après le bac. Donc voilà, c'était juste pour revenir sur ça, que les deux angles étaient importants, comme d'habitude. Bah, c'est finalement avoir une certaine lucidité sur ce que sont les technologies et notre rapport justement avec à la fois ces écrans, à la fois aussi les produits et les services que les plateformes nous proposent d'adopter. Après les chiffres, on va justement miser sur les tendances. Pourquoi fédérer l'écosystème de l'EdTech d'ailleurs? On continue à en parler avec Anne-Charlotte Monneret. Et en première partie, on revoyait ces chiffres extrêmement prometteurs pour le marché de l'EdTech en France et pas que. Quand on parle justement de la France, l'EdTech, c'est aussi une affaire de territoire, non? Comment est-ce que la carte des entreprises qui mettent les technologies et le numérique au service de l'éducation se découpe aujourd'hui? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai que c'est un de nos combats au sein d'EdTech France, c'est d'être un réseau national, de réussir à fédérer tous les acteurs sur l'ensemble du territoire français. Donc c'est vrai que les entreprises EdTech françaises suivent les pôles urbains, les pôles de démographie, corrélés aussi sur le tissu scolaire et universitaire. Donc aujourd'hui, parmi le réseau EdTech France, 50% sont présents en Île-de-France. C'est aussi corrélé au fait que beaucoup d'accompagnements, d'accélérateurs, d'incubateurs sont présents en région Île-de-France. Et le reste, ensuite, suit les dynamiques du territoire, donc la région PACA, la région Rhône-Alpes, autour de la Bretagne, de la Normandie. Donc, on a une répartition ensuite qui s'articule autour de hubs régionales que EdTech France fédère et qui sont intéressants parce qu'ils connectent des acteurs du numérique, mais aussi des organismes de formation, des lycées, des formateurs, des enseignants. Donc, des synergies locales qui sont importantes. Et justement, la France est un territoire qui pèse aussi en Europe. On est le deuxième pays en Europe qui capte le plus d'investissements privés dans la EdTech, derrière le Royaume-Uni. Et on est le plus grand pays en termes de volume d'entreprises. Donc, c'est une fierté, je pense. Après, bon, on ne va pas se comparer aux États-Unis ni à la Chine, mais en tout cas, on reste une terre d'innovation. On est une terre d'innovation, une terre d'export aussi, avec un territoire qui pourrait s'améliorer en termes de répartition, mais qui est globalement corrélé à ce qui existe en termes de tissu économique. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une certaine French touch, pour le dire bien mieux, dans les technologies de l'éducation? Alors oui, bien sûr, notre école est reconnue, même si on parle parfois des aspects négatifs, les classements PISA, etc. Il y a un savoir-faire à la française, notamment dans notre recherche et dans notre capacité à produire des produits qui sont en corrélation avec les neurosciences, les sciences cognitives. Donc c'est vrai qu'on a des produits pédagogiquement parlants qui sont extrêmement poussés. Donc ça, c'est une des forces des entreprises françaises. Une maîtrise parfaite de la langue française, qui est dans le monde de la francophonie une des langues les plus parlées au monde. Donc des produits qui sont extrêmement pertinents pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Donc tout ce travail sur l'apprentissage de la langue. Et ensuite, la French Touch, c'est aussi la capacité à avoir parmi nos entrepreneurs extrêmement beaucoup d'anciens enseignants, d'anciens formateurs, donc des produits qui sont pensés aussi à partir des usages du terrain. Donc tout ça contribue à la spécificité des technologies françaises. Et après, chaque pays a ses spécificités, mais c'est vrai qu'il y a une vraie reconnaissance du savoir-faire français. On était à Dubaï avec EdTech France en décembre pour représenter la France pendant la semaine de l'éducation. Donc on était sur le pavillon France avec une délégation d'une dizaine d'entreprises, les différents ministères, etc. Et c'est vrai que les personnes qui viennent sur le pavillon France, les Italiens, les Émiratis, les Espagnols, les Anglais, ils viennent pour une raison, ils viennent aussi pour regarder ce que la France est capable de faire en termes de numérique appliqué à l'éducation, parce que notre système éducatif est reconnu. Donc il ne faut pas rater en effet ce coche. On a une pression, mais on la tient bien et en tout cas, ça marche dans le soft power à l'export. On sera aussi présent au sommet de la francophonie en novembre. Il y a une journée qui est dédiée à l'éducation. Et là, le but, ça sera justement de mélanger des entrepreneurs français de la EdTech
à des entrepreneurs du territoire africain et canadien pour justement montrer ce qui se passe en termes d'innovation dans les différents pays, partager et se nourrir aussi, parce qu'on fait plein de choses très bien, mais il faut aussi savoir voir ce qui se fait ailleurs. Absolument, partager les idées. l'EdTech à la française qui s'exporte donc, qui inspire même d'autres pays, d'autres nations justement, qui veulent miser sur le numérique pour renforcer leur parcours éducatif et pédagogique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore quelques réticences, par exemple, d'enseignants ou d'enseignantes qui n'ont pas forcément envie de trop faire entrer le numérique en classe parce qu'ils ont l'impression de se sentir peut-être parfois un peu dépossédés, tout simplement, de leur propre parcours pédagogique? Alors, heureusement, c'est de moins en moins le cas. Le Covid a fait lever un certain nombre de freins psychologiques. Après, je pense que post-confinement, on a tous eu une sorte de ras-le-bol du numérique, un besoin de se retrouver en face à face et un besoin de remettre l'enseignant au centre de sa classe, en contact avec ses élèves. Donc ça, c'était un facteur post-Covid. Après, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, il y a 71% des Français qui sont favorables à l'utilisation du numérique dans les méthodes d'apprentissage à l'école. Et côté enseignant, il y a 60% des enseignants qui disent que le numérique les aide à renouveler leurs pratiques pédagogiques. 70% d'entre eux utilisent le numérique pour la recherche des ressources pour leurs cours et pour la constitution même de leurs cours. Donc globalement, une majorité d'enseignants qui sont au courant des bénéfices, qui l'utilisent déjà, qu'importe l'âge et les appétences liées aux nouvelles technologies. Donc le sentiment global est très positif. Après, globalement, pour que ça se passe bien et que ça soit pérenne, il faut absolument que l'enseignant puisse choisir lui-même les outils qu'il utilise dans sa pratique, c'est ce que je vous disais, et qui soit formé, autant en formation initiale que tout au long de la carrière, sur ces sujets du numérique, risque-opportunité dont on parlait, mais aussi sur l'apport pédagogique que le numérique peut intégrer dans sa pratique. Et dans ce cas-là, c'est des choses différentes selon qu'on soit un enseignant de maths, de sciences, de lettres. Donc la nécessaire formation, l'accompagnement sur le renouvellement des pratiques, ça c'est classique, parce qu'un enseignant a déjà 10 000 choses à faire. On ne peut pas lui demander en plus de s'auto-former là-dessus. Mais c'est ce qui va vraiment faire la différence en termes d'adoption, justement, d'usage, à la fois sur les bancs de l'école, mais pas que. C'est-à-dire que plus on pourra former ces enseignants, ces enseignantes, plus ils pourront avoir l'outil dans les mains, mieux ils le comprendront, et donc mieux aussi ils pourront s'en servir de support pour enseigner. Exactement, avec, je pense aussi, la nécessité d'accentuer le partage de pratiques entre les enseignants sur ces thématiques. Donc on sait qu'il y a des lieux d'échange pour les enseignants, mais je pense qu'il faut vraiment penser des lieux d'accélération pédagogique, des lieux de démonstration pédagogique pour que les enseignants qui ont l'habitude, qui savent faire, et il y en a des géniaux qui viennent sur ce plateau, puissent partager avec leurs pairs et qu'on encourage ce pair à pair, parce que la formation, c'est pas forcément descendant, notamment sur ces sujets du numérique, et je pense que justement, il y a quelque chose à repenser sur ces sujets. Et on parlait du CPF. Aujourd'hui, un fonctionnaire français a un CPF en heures, n'a pas un CPF en euros. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à la mise en place d'un CPF en euros pour les enseignants, pour qu'ils puissent aussi aller se former avec des entreprises de la EdTech sur des sujets qui ne sont pas forcément directement reliés à leur pratique, pour ouvrir un petit peu aussi leur perception de ce que c'est que les compétences numériques. Donc il y a plein de choses à faire qui ne sont pas forcément si complexes, mais qui permettraient d'accompagner la transition de ceux qui sont les passeurs de savoir, parce que les entreprises EdTech, elles fournissent ces solutions, elles sont capables d'accompagner les enseignants. Une grosse partie des entreprises sont en contact direct sur le terrain, forment, font des ateliers, donc elles font un boulot formidable. Mais il y a aussi ensuite la nécessité d'accompagner dans toute la carrière enseignante l'enseignant. Guillaume. Ouais, en fait, je trouve ça très intéressant quand vous disiez, que vous décriviez un peu cette salle des profs numériques. Un peu, c'est qu'en fait, on va apprendre de manière un peu horizontale. Et exactement. La question que je me posais, c'est est-ce que ce numérique va influer sur ce qu'on enseigne aux élèves, et comment surtout on réussit à conjuguer en fait l'apprentissage qui a souvent été vertical, de haut vers le bas, avec des techniques horizontales. C'est une très bonne question. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillent là-dessus. Jean-François Cerisier, André Tricot, ce sont des références, des exemples que vous pouvez aller consulter là-dessus. Ce qui est mis en avant à chaque fois pour justement réussir à conjuguer descendant et horizontal, c'est la nécessité d'avoir des temps sans numérique, donc vraiment sans numérique. Donc c'est ce qu'on appelle l'hybridation. Pour des contenus de fond où l'élève
l'élève doit se concentrer sur ce que l'enseignant apporte. Et dès que ce sont des travaux par pair, en groupe de travail, sur de la mise en pratique, là, le numérique peut être extrêmement utile parce qu'il permet, la différenciation que l'enseignant n'est pas capable de faire quand le groupe est trop nombreux. 2, le partage collaboratif entre les élèves, donc ça les met dans une position de transmettre, et ce qui est extrêmement bénéfique, on le sait, pour l'apprentissage. Et donc ces 2 temps sont nécessaires, sans numérique, avec numérique, et réfléchir à la tâche qu'on demande à l'élève pour savoir si le numérique est réellement utile. Et ensuite, le numérique est très efficace dans le lien école-famille, dans la communication avec les parents, dans le suivi des exercices qui sont faits hors des murs de la classe, dans la différenciation des devoirs, dans toutes ces choses qui font que l'apprentissage à l'école se passe bien ou se passe moins bien. Oui, parce qu'il y a eu vraiment cet enjeu qui a été absolument prépondérant pendant les premiers confinements, qui était la continuité des apprentissages, justement, comment l'assurer entre l'école et entre la maison qui devenait une salle de classe à part entière. Et puis, il y a surtout toujours... finalement, ce ménage à trois, c'est pas forcément la bonne expression, mais entre les enseignants-enseignantes, les parents, les élèves, comment faire pour que chacun puisse y trouver son compte ? D'ailleurs, ça a été extrêmement marquant pendant le confinement sur l'impact de la crise sur nos entreprises. Donc, ça a été complètement hétérogène. Pour 55% des entreprises EdTech, ça s'est extrêmement bien passé, la crise, entre guillemets. Pour 45%, très mal. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui ont fonctionné, c'est celles qui avaient un produit qui était disponible 100% à distance, et toutes celles qui avaient un produit qui devait être utilisé dans la salle de classe avec l'enseignant, forcément les salles de classe étaient fermées, donc ça a été compliqué. Donc on se rend compte qu'en fait 50% des EdTech sont nécessairement utilisés avec une présence descendante, avec une présence humaine, avec la mise en place d'un cadre de travail. Donc il ne faut pas diaboliser les solutions EdTech. On a besoin de l'enseignant, et justement ça marche comment ? Ça marche si l'enseignant est capable de l'intégrer à sa pratique comme en fait un outil dans sa trousse d'outils de prof. Donc l'objectif, l'école du futur, l'école de demain, c'est une école où le numérique n'est qu'un simple outil comme l'a été à un moment donné le tableau blanc, le PowerPoint et le manuel scolaire. Donc il faut vraiment le vivre comme ça. Et après, forcément, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les élèves à besoins particuliers, où là, le numérique peut faire des très belles choses pour eux. Du sur-mesure ? Du sur-mesure, exactement. Et sur cet aspect-là, on est encore en retard en France, je trouve, au sein des classes SECPA et autres. Et pour moi, le numérique doit être vu comme un outil de remédiation, d'émancipation, de confiance pour l'élève. Et ça ne marchera que si c'est soutenu par le ministère et soutenu par les parents. C'est justement ce que j'allais vous demander, parce que forcément, on est en 2022, donc qui dit 2022 dit balle des questions et surtout des solutions qui sont ouvertes aux candidats et aux candidates à l'élection présidentielle. Concrètement, vous demanderiez quoi à un prochain gouvernement pour pouvoir peut-être ouvrir les chakras tout simplement du ministère de l'Éducation nationale et permettre aux EdTech de mieux travailler en collaboration avec l'enseignement et l'éducation nationale ? On propose plusieurs choses. On a été en contact avec un certain nombre de candidats. Première chose, donc la difficulté d'accès au marché dont je vous parlais, la nécessité de la liberté pédagogique des enseignants et la nécessité de permettre aux établissements de tester, d'expérimenter des solutions dans toute leur diversité sur le territoire. Ça se résout comment ? Avec la mise en place de quelque chose qu'on porte depuis plus de 3 ans maintenant à EdTech France, qui est la mise en place d'un chèque EdTech, donc comme le chèque culture, le chèque énergie, qui serait en fait un financement dédié, fléché pour les EdTech, que ça soit au niveau de l'établissement ou dans un futur que j'espère proche au niveau de l'enseignant, mais qui permettrait en fait une mise en place rapide, immédiate, en dehors des cadres des marchés publics qui sont longs et contraignants, et qui permettrait en fait d'expérimenter concrètement sur le terrain, de tester avec les élèves et de créer un vrai marché de la EdTech en France sur la formation initiale. Et après, une autre proposition, peut-être plus au niveau de la gouvernance, comme ce qui s'est passé dans le secteur de la santé, je pense qu'il serait intéressant de mettre en place une agence du numérique pour l'éducation qui regrouperait en fait dans un temps décisionnel plus court, plus flexible, plus efficace les différents acteurs sur ces sujets, c'est-à-dire les collectivités, les opérateurs d'État, les 3 ministères, enseignement de l'éducation nationale, le MESRI et le ministère du Travail, des représentants des syndicats, des parents et bien sûr de la filière privée. Et je pense que ça serait extrêmement bénéfique d'avoir en parallèle de la stratégie des différents ministères un organe
organe dédié au numérique qui serait capable de réguler, de proposer et surtout d'agir parce que pendant le Covid, on a vu qu'on avait besoin de moyens d'action concrets. Donc, Anne-Charlotte Monneret, présidente de l'EdTech, très rapidement, Guillaume. Ouais, très rapidement, et sans trahir de secret, est-ce que ces candidats ont été réceptifs et est-ce qu'ils sont engagés ? Alors les candidats sont très réceptifs sur le thème de l'éducation de manière générale. Sur ces propositions-là, engagées, non. Par contre, il y a une vraie volonté de passer à l'école de demain, dès le primaire, et avec une continuité école-entreprise assez forte. C'est les deux gros thèmes qui sont retenus. Et évidemment, 2022 nous promet encore pas mal de surprises en la matière. On suivra évidemment la façon dont résonnent ces propositions auprès des candidats et candidates dans les prochaines semaines. Merci infiniment, Anne-Charlotte Monneret, d'avoir fait un tour sur l'école du futur, évidemment, pour nous aider à mieux comprendre la force et justement l'état de l'art du marché de la tech en France. Merci à Guillaume Gralet, comme d'habitude, pour ses idées et pas que. Et merci à vous surtout de nous avoir suivis. On se retrouve demain en plateau pour l'école du futur. Merci beaucoup.